C'est un conflit qui a démarré il y a plus de 40 ans et qui a coûté la vie à au moins 40 000 personnes. Mais aujourd'hui, ce conflit touche peut-être à sa fin. En février de cette année, le chef de l'organisation pro-kurde PKK a annoncé que le groupe allait déposer les armes et se dissoudre. Abdullah Öcalan a fait cette annonce depuis sa cellule sur une île près d'Istanbul où il est détenu depuis 1999. Et il affirme que le conflit avec les autorités turques peut désormais être résolu par la voie politique et démocratique. Depuis, le PKK a même organisé une cérémonie de destruction d'armes, un geste salué par le président turc Recep Tayyip Erdogan. À sa fondation en 1978, le PKK a réclamé un État indépendant pour les Kurdes, qui représentent environ 1/5 de la population turque. Dans les années 90, le groupe a abandonné l'idée du séparatisme pour revendiquer une plus grande autonomie. Mais en raison de ces actions violentes, le PKK a été classé comme organisation terroriste, non seulement en Turquie, mais aussi par l'Union européenne, le Royaume-Uni et les États-Unis. Il y a 10 ans déjà, un premier espoir de paix était né, mais l'accord avait rapidement volé en éclats. Et de violents combats avaient suivi, notamment dans les villes kurdes du sud-est de la Turquie, comme Diyarbakır, autrefois le cœur de la vie et de la culture kurde. Alors, 10 ans après, ce nouvel espoir de paix est-il plus solide? Le dialogue est-il enfin renoué? Billet retour sur les traces du PKK en Turquie. C'est un reportage de Jenna Lebras. Cette femme marche dans les rues de Diyarbakır, sa ville natale. Depuis la mort de son mari, elle déteste cet endroit. Ce matin-là, j'avais amené mon mari ici en voiture. Il avait une conférence de presse. Après ça, il devait aller au minaret à 4 pieds pour rencontrer des journalistes. Je ne sais pas pourquoi, quand il est parti, j'ai descendu ma vitre et je l'ai regardé partir de dos. C'est la dernière fois que je l'ai vu vivant. On va tourner ici. C'est là que ça s'est passé. Le minaret à 4 pieds est juste là, au coin. Tahir Elchi était un avocat kurde spécialisé dans la défense des droits humains. En novembre 2015, alors qu'il prononce un appel public pour la paix, une fusillade éclate entre les forces armées turques et des militants du PKK. Il est tué ici, au pied de ce minaret. Sa mort reste non élucidée. Il n'a jamais été établi s'il a été délibérément pris pour cible par la police. Turkan Elchi, sa femme, revient sur les lieux du drame pour la première fois depuis 10 ans. C'est un immense vide. Oui, je me sens vide. C'est tout. Ici, j'ai perdu mes souvenirs d'enfance et mon mari. Et le plus dur, c'est qu'aujourd'hui, cet endroit est devenu touristique, avec des gens qui viennent en groupe et prennent des photos. C'est dur pour les victimes comme moi. Trouver la paix sans justice, c'est le défi auquel font face les habitants de Diyarbakır. Çok sistematik bir inkar halinin olduğunu görüyoruz. İnkar olduğu için de Parce qu'il y a un déni systémique, katliam, birçok suç, de nombreux crimes ont été soit rendus légitimes, mevcut resmi soit hukuk, maquillés grâce à la loi. üzerinden örtbas ediliyor. Tahir Elchi n'est qu'une victime parmi tant d'autres. Kadar olan
Özgür Ahmed est journaliste. Accusé d'appartenir à un groupe terroriste, il purge une peine de 2 ans de prison quand Tahir El-Shi est assassiné. À l'époque, un processus de paix entre le PKK et l'État turc vient d'échouer et des affrontements éclatent. Dans la ville, des combattants kurdes s'opposent aux forces gouvernementales. Je me souviens des détenus regarder la télé. Soudain, ils nous ont appelés. Ils nous ont dit qu'ils venaient d'être tués. Honnêtement, ça nous a beaucoup choqués. Pour une partie des gens, l'espoir a été perdu quand il est mort. Quand une figure importante est tuée, comme ça, en pleine ville, alors qu'elle fait une déclaration pour la paix, c'est inévitable. Ça provoque du désespoir chez les gens. Ça abîme leur foi en la paix. 2015 était une immense opportunité qui n'a pas été saisie. On se retrouve dans le même cas de figure aujourd'hui. Et j'espère du plus profond de mon cœur que cette fois, nous allons saisir cette chance. En février, dans un appel historique, Abdullah Öcalan, le fondateur du PKK, demande au groupe de déposer les armes et de se dissoudre. En quelques semaines, l'organisation annonce un cessez-le-feu et lors d'une cérémonie symbolique, un petit groupe de combattants brûle ses armes en direct à la télévision. Si certains y voient la fin possible du conflit, Özgür Ahmed accueille la nouvelle avec scepticisme. La société turque est étrangère à la notion de paix, car elle n'en a pas réellement fait l'expérience. Chaque période où l'on évoque la paix semble plus difficile que la précédente, et la situation dans laquelle nous sommes devient en réalité plus complexe que celle de la guerre. La paix ne se décrète pas d'un simple mot, ni avec une signature. C'est tout un processus, un état d'esprit, une mentalité. Nous sommes des millions à vouloir une solution pacifique. On aspire à la fin de ce conflit armé qui dure depuis des décennies, justement parce qu'on sait ce que la guerre nous a coûté. Et puis, il y a ceux qui espèrent retrouver leurs proches confisqués par la guerre. Ils sont des milliers à avoir rejoint la lutte armée dans les camps d'entraînement du PKK, communément appelés les montagnes, référence au mont Kandil dans le nord de l'Irak. Dans le processus de paix, l'État turc pourrait accorder une amnistie à ceux qui choisissent de réintégrer la vie civile, mais le doute subsiste. Devant le siège du parti nationaliste kurde DEM, ces mères, souvent proches du gouvernement, mènent une vigie depuis des années. Elles accusent le PKK et ses réseaux d'avoir recruté de force leur enfant. Le fils de Haytham El-Haman a disparu depuis 2017. Nous venons chaque matin dans l'espoir d'avoir des nouvelles. 23 jeunes ont retrouvé leurs parents. Alors j'espère que mon fils reviendra. Je veux lui dire, Bayram, mon fils, si tu m'entends, rentre à la maison. Je ne crois pas qu'il soit mort. C'est la dernière preuve de vie qu'elle a reçue de lui. Une allégeance au groupe armé. Depuis l'annonce de la dissolution, elle s'accroche à l'espoir de voir son fils enfin revenir. Mais face à la caméra, elle parle sous haute surveillance policière. Je me demande dans quel piège ils ont fait tomber mon fils pour qu'il accepte de partir. Au nom de quoi ces terroristes se sont permis de prendre mon enfant? Que Dieu bénisse notre président. Son initiative pour une Turquie sans terrorisme nous redonne de l'espoir. J'espère que tous nos enfants rentreront. Pour concrétiser cet espoir, certains prennent des mesures, ou du moins tentent de le faire. Turkan El-Shi, devenu député CHP, a rejoint la commission du processus de paix. Chaque semaine, les membres issus du Parlement rencontrent des représentants de la société civile afin de mieux comprendre ce qui est qualifié de problème kurde. Mais cette commission n'a qu'une valeur symbolique. Elle n'a aucune autorité légale ni influence en Turquie et au-delà. Il y a des Kurdes dans de nombreux pays, en Iran, en Irak, en Syrie. Donc le problème ne se limite pas aux frontières de la Turquie.
Avec la situation actuelle, notamment en Syrie, et la présence d'acteurs internationaux très actifs dans la région, ce sera difficile de trouver une solution uniquement à l'intérieur de nos frontières. C'est à nous d'offrir aux populations un véritable sentiment de justice, de vérité et d'égalité pour tous. Mais cela ne peut exister que dans un véritable état de droit, où les droits démocratiques peuvent s'exercer librement. Sinon, nous risquons de revivre ce que nous avons vécu en 2015. C'est l'une de nos plus grandes inquiétudes. L'égalité et le respect de leurs droits fondamentaux, c'est ce que demandent les Kurdes. Le choix de recevoir une éducation dans leur langue natale, la liberté de monter des médias et des festivals, ou de simplement s'exprimer publiquement sans risquer des sanctions. Il y a aussi des envies toutes simples, comme celle de pouvoir soutenir l'équipe de football de son choix. Ces jeunes sont des fervents supporters d'Ahmetspor, club de 2e division, à la fois l'un des plus aimés et des plus détestés de Turquie. Il a vu sa popularité exploser chez les Kurdes peu après les combats entre le PKK et l'armée en 2015. Depuis, une partie des supporters turcs lui vaut une haine sans borne. Dans une Turquie où les 15 millions de Kurdes sont toujours sujets à discrimination, soutenir Ahmetspor et ses couleurs, c'est faire de la résistance pacifique. Ahmetspor est devenu un refuge culturel pour les Kurdes, car l'équipe est visible sur le terrain. Dans les autres domaines, on est empêché de revendiquer notre identité. Ahmetspor n'est pas seulement l'équipe de Diyarbakir, c'est l'équipe de tous les Kurdes, et en même temps, c'est l'équipe de tous les défavorisés et marginalisés. Mais cette passion a un prix. Les supporters sont fréquemment interdits de matchs pour des raisons de sécurité et surveillés de près. À partir de ce point, nous filmons avec nos téléphones. La presse est interdite d'assister aux matchs avec le public. Dans ces tribunes, un mot, un geste peut valoir une arrestation et des accusations de lien avec le PKK. Jusqu'à récemment, la présence policière était constante lors des matchs. Et depuis peu, on est autorisé à assister aux rencontres à l'extérieur. C'est sûrement les premiers signes du processus de paix en cours. Du coup, la pression sur le terrain et lors des matchs à domicile a aussi diminué. On ressent un vrai changement. Par exemple, il y a moins de policiers et ils se comportent différemment. Mais ils continuent de tout filmer, surtout pendant l'hymne national. Même si ce n'est pas légal, ils sanctionnent tous ceux qui ne se lèvent pas. La ville elle-même incarne de manière subtile la politique répressive menée par les autorités à l'encontre de la population kurde. Le quartier de Sour, dans le centre historique de Diyarbakır, était autrefois le cœur vibrant de la vie culturelle kurde. En 2015, il devient le théâtre de violents affrontements. Considérant la zone comme un bastion du PKK, les autorités turques y mènent d'intenses bombardements. La guerre a duré 108 jours. Un État comme la République de Turquie, doté de la 2e armée et des forces de sécurité de l'OTAN, n'a pas pu contrôler ce lieu pendant 108 jours. Qu'est-ce qu'il a fait alors? Il a tenté d'intervenir avec des chars, des canons et des hélicoptères. C'est comme ça que l'histoire de ce lieu a été perdue aux côtés de vies humaines. La culture et la langue de ce lieu ont été perdues. Les lieux de vie ont été complètement détruits. Şerifhan Aydin était coprésident de la Chambre des architectes de Diyarbakır jusqu'en 2020. Il a été écarté lors d'une des nombreuses vagues de répression menées par l'État turc pour faire taire l'opposition, notamment les élus et les militants kurdes. En raison de la politisation de la population, l'État a toujours perçu ce lieu comme une menace pour lui.
Par conséquent, il a toujours cherché à intervenir ici. Les maisons ont été rasées, 5000 habitants ont été déplacés de force et le quartier a été repensé, le privant de son caractère traditionnel. Les ruines des bâtiments historiques ont été jetées dans le Tigre, les logements et les commerces remplacés par des terrains vagues et des cubes de béton moderne. Voilà les nouveaux bâtiments. Ce sont des villas en ciment. Ils ont été refaits pour ressembler à de la pierre, mais ce n'en est pas. Et voici les vieilles bâtisses de Diyarbakır. De là, on peut comparer. Des milliers de personnes qui y vivaient depuis des années ont été déplacées. On sait que ces espaces vides ont toujours été des maisons. D'ailleurs, on le voit de l'autre côté de la rue. Mais à la place, on voit désormais de grandes marques ouvrir leurs magasins. Soudain, c'est comme si les habitants avaient un besoin irrépressible de soda et de vêtements, et comme si tout avait été pensé pour ça. L'État a investi 450 millions d'euros dans ce projet de modernisation que beaucoup qualifient d'urbicide. Ici, les grandes enseignes se sont aussi fait leur place et participent à effacer l'histoire de la ville. Cette transformation met en péril l'héritage kurde, en particulier auprès des jeunes générations de plus en plus séduites par la mondialisation. Ankara semble ainsi avoir atteint l'un de ses objectifs. L'intérêt pour la culture et l'identité kurde s'est sensiblement affaibli au cours de la dernière décennie.